Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, une soif de justice sociale et fiscale grandit partout dans le pays. Dans le contexte budgétaire tendu, deux idées sont devenues majoritaires dans la population. Sur les recettes, la taxe Zuckman, qui a été enterrée à l'Assemblée par les droites et l'extrême droite coalisée. Sur les dépenses, le chiffre de 211 milliards d'euros d'aide aux entreprises, issu de notre rapport avec le président Rittmann, qui a été repris par tout le mouvement social. Et pour cause, il représente 2 fois le budget des collectivités et 4 fois celui de l'éducation nationale. Notre travail a été caricaturé. Nous n'avons jamais proposé la suppression des aides publiques, qui sont des leviers économiques essentiels au moment où la bataille commerciale fait rage. Notre travail a aussi été invisibilisé. 26 recommandations ont été adoptées à l'unanimité. Et c'est bien là que devrait se cristalliser le débat. Elle vise à imposer une transparence à l'heure où les 2267 dispositifs recensés forment une jungle où personne ne s'y retrouve, mais aussi un conditionnement, un suivi et une évaluation de ces fonds publics pour garantir qu'ils remplissent bien leur objectif. Depuis, nous attendons une réaction de votre part. Monsieur le Premier ministre, allez-vous enterrer notre rapport sans même nous recevoir, au mépris de votre engagement devant l'intersyndicale, ou soutenir nos amendements, voire même une proposition de loi transpartisane? Enfin, notre travail suit un fil rouge. L'argent public ne peut pas servir les actionnaires. Suite à leur audition, à un complément d'enquête, à ma tribune dans Libération, Michelin s'est engagé dans une perspective éthique à rembourser 4,3 millions d'euros qui n'ont jamais été investis sur le sol français. Alors, Monsieur le Premier ministre, vous engagez-vous à ce que ce remboursement intervienne dans les plus brefs délais? Je vous remercie. Merci encore une fois à tous. Merci à Fabien Gay, donc sénateur de la Seine-Saint-Denis, pour sa disponibilité. Et merci surtout pour le travail que tu as impulsé autour de cette question des aides aux entreprises. Alors je précise que cette introduction, c'est une introduction qu'on a co-rédigée, Solidaire, CGT et FSU, qui reprend un peu les thématiques qu'on souhaite aborder et les problématiques qu'on souhaite aborder ce soir avec donc Fabien Gay. Je disais donc merci pour ton rapport, ton travail sur la question des aides aux entreprises. Ton rapport pèse dans le débat public, c'est un point d'appui, dans un moment crucial, puisque le gouvernement cherche à tout prix à accélérer une politique budgétaire qui affaiblit nos biens communs, augmente les prélèvements des salariés au profit des plus riches et du capital. Nous sommes donc tout particulièrement intéressés par ce débat en Seine-Saint-Denis, car nos organisations syndicales respectives sont tout particulièrement investies dans les mobilisations, les luttes pour défendre le service public. Nous le faisons souvent ensemble, CGT et FSU solidaires. On a des pratiques et une histoire commune assez importante. Mais nous faisons aussi le dernier exemple important de notre travail à 3OS, c'est bien évidemment la mobilisation pour un plan d'urgence pour l'éducation nationale en Seine-Saint-Denis. Mais on l'a aussi engagé avec toutes les OS du 93, ce qui avait donné lieu à l'édition d'un livre blanc sur le service public il y a quelques années. Livre blanc qui pointait une rupture d'égalité et qui constat qui a été repris quelques années plus tard, en 2018, par le rapport parlementaire Cornu-Gentil. On y reviendra peut-être. Les services publics, pour nous, sont donc un pilier de l'égalité. Et leur affaiblissement frappe en particulier les femmes, on souhaitait insister là-dessus, comme agentes et comme usagères. Cette rupture d'égalité, nous la vivons chaque jour dans nos écoles, nos hôpitaux, nos services sociaux. À l'automne 2023, un rapport parlementaire, un nouveau, transpartisan, produit par Christine Decotte de Renaissance et Stéphane Peu du Parti communiste français, alertait déjà sur la situation dramatique de l'école publique en Seine-Saint-Denis. En mars 2024, un rapport, celui cette fois-ci de la communauté d'agglomération d'Est Ensemble, confirmait ce constat. Les élèves du 93 perdent jusqu'à 15 mois de cours au fil de leur scolarité, faute de remplaçants et de remplaçantes. L'État consacre en moyenne 8 800 € par élève, mais seulement dans le pays, donc, mais seulement 6 200 € ici en Seine-Saint-Denis. Dans le département dont on souhaite rappeler qu'il est le plus jeune et le plus pauvre de France hexagonale. Les établissements scolaires ont recensé des manques massifs, 40% sans médecine scolaire ni infirmière, des services sociaux inexistants depuis plusieurs années et des bâtiments insalubres, voire sous-chauffés. Face à ce constat, l'intersyndicale d'éducation du 93 a mené plus de 100 jours de lutte et de mobilisation pour exiger un plan d'urgence pour l'éducation.
plan que les camarades avaient chiffré à 358 millions d'euros. Pourtant, depuis la dissolution, le ministère de l'Éducation nationale a refusé de donner suite et le projet de loi de finances 2026 confirme la casse budgétaire. Des discours fatalistes. Alors moi j'avais écrit un pavé, il y en a marre, un petit jeu de mots mais qu'on m'a retiré dans l'intersyndicale. Je tenais à le dire. Un pavé dans la mare donc, des discours fatalistes, alors que vous avez démontré que des réponses existent. Mais entrons dès à présent dans le débat polémique. Nous avons dans notre communication, ce débat, posé la question « Tout est à nous, on reprend tout ». Cette affirmation un peu provocante, nous l'assumons, car comme nous ne cessons de le marteler, sur notre territoire, les services publics ont un rôle essentiel. Ici, plus qu'ailleurs en Seine-Saint-Denis, l'aspiration à l'égalité est forte, tant le déni de justice est criant. Ces coupes budgétaires ont des visages concrets, celui des élèves sans enseignants, des classes sans remplaçants, des hôpitaux sans soignants, d'une inspection du travail entravée, des lieux culturels qui réduisent leurs propositions quand ils ne viennent pas à fermer, comme c'est peut-être le cas à Bagnolet, des transports publics défaillants, des logements sociaux en manque de rénovation. En Seine-Saint-Denis, ces manques ne sont pas une fatalité, ils sont le résultat de choix politiques. Nous savons, grâce à votre rapport, que 211 milliards d'euros d'aide publique partent chaque année vers les entreprises sans contrôle, sans condition, sans évaluation, pendant que nos écoles, nos hôpitaux, nos communes, richesse vers nos services publics et la commande publique qui sont source de création de richesse. Alors que vous démontrez que dans la grande majorité des cas, le crédit d'impôt recherche est détourné de ses fins, n'y a-t-il pas plutôt intérêt à financer notre recherche publique, nos labos universitaires, rehausser les salaires de nos chercheurs et chercheuses? Et d'ailleurs, nous remarquons que l'innovation dans le pays se portait sans doute mieux lorsque les structures publiques avaient les moyens de le financer. On prend l'exemple du Minitel, du Concorde, du TGV, des innovations dans l'aérospatiale, pour n'en citer que quelques-unes. Le CICE, qu'on dit impôt, compétitivité et je ne sais quoi d'autre, depuis transformé en allègement de cotisations sociales, censé favoriser la création d'emplois, coûterait, d'après les chiffres qui sont désormais publics, 100 000 euros par emploi, 100 000 euros par emploi créé ou sauvegardé par an. 100 000 euros. À l'heure où des secteurs associatifs, celui de la création, de l'intervention sociale, subissent des plans sociaux se chiffrant à des dizaines de millions d'emplois supprimés, ou risquant d'être supprimés, n'est-ce pas l'heure de réfléchir différemment et de considérer autrement le financement de ces emplois si utiles dans nos villes, dans nos quartiers, dans nos territoires. Marre des discours fatalistes. Alors moi j'avais écrit un pavé, il y en a marre, un petit jeu de mots mais qu'on m'a retiré dans l'intersyndicale. Je tenais à le dire. Un pavé dans la mare donc, des discours fatalistes, alors que vous avez démontré que des réponses existent. Mais entrons dès à présent dans le débat polémique. Nous avons dans notre communication, ce débat, posé la question « Tout est à nous, on reprend tout ». Cette affirmation un peu provocante, nous l'assumons, car comme nous ne cessons de le marteler, sur notre territoire, les services publics ont un rôle essentiel. Ici, plus qu'ailleurs en Seine-Saint-Denis, l'aspiration à l'égalité est forte, tant le déni de justice est criant. Ces coupes budgétaires ont des visages concrets, celui des élèves sans enseignants, des classes sans remplaçants, des hôpitaux sans soignants, d'une inspection du travail entravée, des lieux culturels qui réduisent leurs propositions quand ils ne viennent pas à fermer, comme c'est peut-être le cas à Bagnolet, des transports publics défaillants, des logements sociaux en manque de rénovation. En Seine-Saint-Denis, ces manques ne sont pas une fatalité, ils sont le résultat de choix politiques. Nous savons, grâce à votre rapport, que 211 milliards d'euros d'aide publique partent chaque année vers les entreprises sans contrôle, sans condition, sans évaluation, pendant que nos écoles, nos hôpitaux, nos communes... Le Cornu avait décidé de raboter 4 000 professeurs en moins. Le Sénat a déjà annoncé que ce n'était pas suffisant, il en fallait 8 000. Bon. Et très probablement que la chose sera adoptée, puisque évidemment pour eux c'est insupportable. Par contre, il n'est pas question de toucher au Grisby du capital. Donc, dans cela, c'est quand même des ordres de grandeur maintenant qui sont quand même assez importants et imposants. Troisième chose, c'est qu'en 30 ans, on est passé d'un capitalisme sous perfusion d'argent direct, c'est-à-dire de subventions. Vous aviez une boîte, je vous donnais de l'argent. Voilà, boum, vous donnez, à l'époque, c'était 1 million d'euros en francs. Je vous dis, tiens, tu veux t'installer, je te donne 10 millions de francs. Et ça, vu le nombre de scandales sur le début de la désindustrialisation, le capitalisme aidé avec les libéraux ont muté. On est donc passé d'un capitalisme sous perfusion d'argent direct
à une sous-perfusion d'argent indirect. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Et ce qui permet d'ailleurs de contester le chiffre de 211 milliards. Sur les 211 milliards, ça regroupe donc les 2267 dispositifs, mais de subventions directes, il n'y a que 7 milliards d'euros. Vous allez me dire, bon, c'est assez peu. Sauf que le réel, c'est qu'après, vous collectionnez tout le reste. Par exemple, vous collectionnez les 88 milliards d'euros de niches fiscales, être classées ou déclassées. Alors, il faut prendre les choses concrètes. Par exemple, l'une des plus connues, mais je vais vous redonner, c'est ce qu'on appelle la taxe au tonnage, qui permet donc à des armateurs de pouvoir baisser leur fiscalité de 25% à 2,5%. Pas un petit avantage. Vous devez payer 25%, vous en payez 2,5%, c'est quand même pas... Cette taxe au tonnage, elle bénéficie à 99% à un seul acteur. Ça s'appelle donc CMA-CGM, et c'est le fameux faire tomber un nid poulet qui s'appelle Rodolphe. La masse des 211 milliards, c'est que l'État ne connaît ni le volume, ni le montant qu'il donne chaque année au plan macroéconomique, c'est-à-dire dans le volume des aides, mais ni dans le plan micro, c'est-à-dire si j'interroge demain le ministre de l'économie et des finances sur Orangina, que tu as cité, Ma France ou tant d'autres, en disant mais combien l'État a-t-il donné à telle boîte sur les 5 dernières années pour évidemment que nous ayons un traitement efficace de la question industrielle, ben, l'État est en incapacité de vous le dire parce qu'il existe donc 2267 dispositifs coordonnés par des dizaines d'agences et des différents ministères. Aucun ne se parle entre eux. Je ne parle même pas, et nous avons exclu dans ce chiffre, pardonnez-moi, les aides des collectivités territoriales, des régions et interco en général, et les aides européennes, parce que là, nous n'avions que des montants estimatifs, et comme je voulais avoir un montant consolidé, qui ne puisse pas être retoqué par la droite libérale, même si évidemment ils sont sur les choux-gras à peu près tous les jours en disant à peu près n'importe quoi, mais ce chiffre-là a été collecté par les agents du Sénat, et c'est eux qui ont effectué ce gros travail pendant 6 mois. Donc si on ajoute tout ça, d'ailleurs il y a un livre qui est sorti, vous avez vu, de 2 journalistes du Nouvel Obs, avec qui j'ai travaillé, un chiffre d'un montant global, si on englobe tout, de 270 si on englobe tout. Donc ça, c'est la première chose, c'est qu'on a un État qui ne maîtrise pas, sur un des premiers postes de dépenses, combien il donne, ce qui est à peu près complètement fou. Et 3 fois, parce que, bon, bah, évidemment, la crise Covid, par exemple, ou avant, et à chaque fois, il s'est trouvé l'État, notamment à travers la BPI, pour venir renflouer les caisses de CMA-CGM. Donc, cette niche fiscale, elle est l'illustration des 455 niches fiscales qui existent. Et il en existe pour à peu près tout le monde et partout. Et en général, c'est plutôt les puissants qui en sont les bénéficiaires ou les très grands bénéficiaires, parce que les armateurs, par exemple, m'ont écrit, ils ont une fédération, et ils m'ont dit, monsieur Gay, quand même, vous n'allez pas raboter la niche fiscale de la taxe au tonnage. Et j'ai dit, mais qui parle? La fédération, avec, je ne sais plus, 200 armateurs, ou M. Rodolphe Saadé, qui en bénéficie à 99,9%. Parce que le deuxième armateur, qui est assez puissant, lui, il en bénéficie qu'à hauteur de 12 millions. Donc vous voyez bien, les 5,7 milliards, et le deuxième, 12 millions. Alors je ne parle pas du dernier, qui doit avoir quelques copains. Donc, le premier euro, etc., il y a eu le CICE, si vous voulez, on en reparlera, c'était un très très bel exemple. Maintenant, c'est des cotisations, d'exonération de cotisations qui sont stabilisées, 20 milliards par an qu'on a surajouté. Ça, c'est quand Macron est arrivé avec Bruno Le Maire, ils ont surajouté parce qu'ils ont bien compris que donner de l'argent, les 20 milliards chaque année, ça faisait scandale, donc il fallait mieux exonérer, comme ça se voyait moins, mais ça, c'est un très bel exemple. Et je finis par là. Exonération de cotisation patronale, d'abord, cotisation patronale, c'est une part de votre salaire. Ici, tout le monde est convaincu de ça, pas besoin de réexpliquer la source. Donc on exonère une part du capital des payer des cotisations patronales, c'est un vol du salaire des travailleurs et des travailleuses. Mais le scandale ne s'arrête pas là.
Parce que maintenant, à 92% à peu près, 72 milliards, l'État compense les exonérations de cotisation de patronat. Qui compense? À nous. Donc on vous vole une partie de votre salaire, et évidemment, c'est vous, à travers l'impôt, et notamment aussi une grande part maintenant de la TVA, qui vient l'évaluation et la question de la transparence. Parce que un des premiers combats, et que je n'avais pas identifié moi en tant que tel, et je considérais en vérité que la transparence devait être faite, mais que ça ne devait pas être un combat, le problème que j'ai rencontré, c'est que quand vous ne connaissez pas le montant, quand vous ne suivez pas, quand vous ne les évaluez pas, c'est un peu compliqué de dire « Ah, mais il faut conditionner ». Mais conditionner quoi? Si on ne maîtrise pas les choses et si on ne les a pas en main. Donc la question de la transparence, de dire on veut connaître les montants macro, micro, disposer de tableaux, les suivre et les évaluer avant de changer la philosophie des aides, elle est évidemment un point extrêmement important. Bon voilà, j'avais dit que je ne ferais pas trop long, j'essaie de m'en tenir là. Je vous en remercie de votre écoute et puis passons à plein de questions. Merci. Social, à la retraite, à la vieillesse, plein de choses. C'est 850 milliards. Je donne ces chiffres parce qu'ils donnent l'état un peu de... quand même, donc nous ne sommes pas un pays du tiers-monde où nous n'aurions pas de richesse, etc., et tout barré en couille, et donc il faudrait se serrer la ceinture comme nous le matraque du matin au soir. Là-dedans, juge un mot, puisque vous savez qu'en même temps que le budget, il y a un grand texte voulu par le Cornu sur les fraudes sociales et fiscales. Ils ont mis d'abord la fraude sociale en priorité, d'abord pour dire qu'entre les deux, il y aurait une égalité. Fraude sociale, c'est 12 milliards estimés. Fraude fiscale, c'est 80 à 100 milliards estimés. D'accord? Donc déjà, on n'est pas sur la même échelle. Mais quand on dit fraude sociale, tout le monde pense au gars qui, au RSA, à 646 € aujourd'hui tout seul, et qui va aller prendre 30 balles en plus qu'il ne devrait pas, mais rabote 30 balles. Non, dans la fraude sociale, en réalité, 55%, c'est de la fraude des entreprises. Par exemple, le non-paiement à l'URSSAF de cotisation sociale patronale. Vous voyez, donc, on est très loin du pauvre qui volerait et qui allait rouspiller 3 € d'appel en plus, etc., etc. Donc, il faut avoir ce chiffre. Je redonne ça parce que je crois qu'il est important qu'on se redonne ces chiffres aussi dans le moment politique. Donc après, on a fait, j'en viens maintenant au sujet. Celui des 211 milliards d'aides publiques aux entreprises pour l'année 2023, mais évidemment chaque année. Bon, d'abord, ce qui est complètement fou, c'est que l'État est en capacité d'inventer des systèmes toujours plus répressifs, plus dans le contrôle, pour, par exemple, des gens qui veulent avoir accès à leurs droits. Je rappelle que l'allocation chômage n'est pas une aide, elle est un droit ouvert par des cotisations. Souvent, on oublie. Bon. Là, ne vous inquiétez pas, si vous loupez un papier à France Travail, je parle ici à des syndicalistes, on est tous convaincus, je ne fais pas un truc un peu grand large. Et d'ailleurs, je serai encore avec des agents de France Travail lundi prochain à Aulnay. Mais enfin, si vous manquez un papier, vous en connaissez autour de vous, la radiation arrive. Ils sont une sorte de relance par déficit social, ont démontré leur inefficacité. Le pays continue à se désindustrialiser et les services publics, tels l'hôpital, qui faisait la fierté de notre pays, sont au bord de l'effondrement. Pourtant, le débat parlementaire budgétaire, en ce moment à l'œuvre, continue de tracer le même sillon. Malgré les victoires remportées ça et là, ces victoires ne modifient cependant pas fondamentalement la logique libérale de coupe budgétaire. Nous sommes quelque part, monsieur le sénateur, à la croisée des chemins. Le capital s'est tellement enrichi ces dernières années qu'il a acquis un pouvoir d'une rare puissance dans la société pour tenter d'imposer son agenda, quitte à miser sur l'extrême droite. Nous arrivons à la croisée des chemins car l'écart des richesses ne cesse de croître, ce qui provoque à intervalles plus ou moins réguliers des révoltes, des contestations, voire des jacqueries qui peinent à trouver un débouché politique. Alors nous pensons que la première étape pour desserrer cette nasse de l'austérité pour la grande majorité et l'abondance pour le capital, c'est de délivrer les imaginaires sur ces questions. Porter un constat critique qui soit suivi de réponses, de solutions, d'alternatives qui rendent crédibles d'autres possibles.
Place donc au débat pour entamer ce chantier. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, une soif de justice sociale et fiscale grandit partout dans le pays. Dans le contexte budgétaire tendu, deux idées sont devenues majoritaires dans la population. Sur les recettes, la taxe Zuckman, qui a été enterrée à l'Assemblée par les droites et l'extrême droite coalisée. Sur les dépenses, le chiffre de 211 milliards d'euros d'aide aux entreprises, issu de notre rapport avec le président Rittmann, qui a été repris par tout le mouvement social. Et pour cause, il représente 2 fois le budget des collectivités et 4 fois celui de l'éducation nationale. Notre travail a été caricaturé. Nous n'avons jamais proposé la suppression des aides publiques, qui sont des leviers économiques essentiels au moment où la bataille commerciale fait rage. Notre travail a aussi été invisibilisé. 26 recommandations ont été adoptées à l'unanimité. Et c'est bien là que devrait se cristalliser le débat. Elles visent à imposer une transparence à l'heure où les 2267 dispositifs recensés forment une jungle où personne ne s'y retrouve, mais aussi un conditionnement, un suivi et une évaluation de ces fonds publics pour garantir qu'ils remplissent bien leur objectif. Depuis, nous attendons une réaction de votre part. Monsieur le Premier ministre, allez-vous enterrer notre rapport sans même nous recevoir, au mépris de votre engagement devant l'intersyndicale, ou soutenir nos amendements, voire même une proposition de loi transpartisane? Enfin, notre travail suit un fil rouge. L'argent public ne peut pas servir les actionnaires. Suite à leur audition, à un complément d'enquête, à ma tribune dans Libération, Michelin s'est engagé dans une perspective éthique à rembourser 4,3 millions d'euros qui n'ont jamais été investis sur le sol français. Alors, Monsieur le Premier ministre, vous engagez-vous à ce que ce remboursement intervienne dans les plus brefs délais? Je vous remercie.